Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour notre Zoom. Aujourd'hui, mon invité Stanislas Berthon. Bonjour monsieur. Bonjour. Stanislas Berthon, courte présentation pour nos téléspectateurs. Vous êtes ancien chef d'entreprise. Vous vous consacrez aujourd'hui à l'analyse économique et à la gestion des risques. Il ne sera pas question dans ce Zoom du jour de Covid-19. Vous nous présentez cet ouvrage, le voilà, sa couverture, la France retrouvée avec la photo de cette épée, celle de Charlemagne, l'épée joyeuse qui servait à sacrer les rois et autre chose. Dès le début, commençons tout de suite, Stanislas Berthon, de votre ouvrage. Vous évoquez ces forces invisibles qui détruisent notre patrie, cette minorité dangereuse, dites-vous, que vous désignez sous le terme de mondialiste, de progressiste, voire d'État profond. Quelle est sa doctrine ? Alors la doctrine de ce groupe de personnes, c'est d'ailleurs le désignent ainsi eux-mêmes, c'est ce qu'ils appellent la société ouverte. Donc c'est la Open Society, notamment de George Soros, que les téléspectateurs de TVL connaissent forcément. Et donc cette doctrine, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut la destruction des nations, des identités et des peuples. Et donc c'est créer en fait un monde où il y a des institutions, une culture, un modèle social unique. Moi, je considère que c'est une nouvelle forme de totalitarisme qui vise à faire émerger ce qu'ils appellent un homme nouveau, donc cet homme déraciné, détaché de tout, pur produit abstrait de la modernité. Alors la situation actuelle marque l'aboutissement d'un long processus de déconstruction, dites-vous, déconstruction des institutions, que ce soit l'État, l'Église, le travail, la famille. Quand est-ce que ce processus a débuté ? Je dirais, on peut dire qu'il y a peut-être deux grandes étapes. Il y a peut-être une première étape historique qui a été la période de la Révolution française, donc là où il y a une rupture politique vraiment majeure dans notre histoire, parce qu'on était un pays qui était monarchiste catholique pendant 15 siècles, et tout d'un coup il y a cette rupture avec l'arrivée de la République. Et plus proche de nous, je dirais que ça date, la date de mai 68, où il y a eu là encore un renversement de l'ordre, et on a vu arriver, notamment sur le plan politique, sur le plan de l'éducation, sur le plan des normes sociales, l'émergence d'un processus qui aujourd'hui, avec la postmodernité, trouve son aboutissement. Alors vous le disiez tout à l'heure, le but de ces mondialistes, c'est de détruire les nations occidentales pour créer un nouvel ordre mondial. C'est un terme que vous utilisez dans votre ouvrage, vous n'êtes pas le seul, pour créer un homme nouveau, pour parvenir à ce but. Cette minorité de criminels mondialistes, dites-vous, a lancé une guerre cachée, une guerre invisible. Comment fonctionne cette guerre invisible ? Oui, alors ce qu'il faut que les spectateurs de TVL comprennent, c'est que la guerre a changé de nature. Quand on parle de guerre, les gens pensent aux anciennes guerres, ce qu'on appelle les guerres de troisième génération, c'est-à-dire avec des troupes qui arrivent sur votre territoire, des chars qui défilent dans les rues, des bombardements, etc. Aujourd'hui, la guerre, elle se fait par un ensemble de moyens, et notamment des moyens non militaires. Donc c'est une guerre d'infiltration, c'est une guerre de subversion, c'est une guerre qui utilise des éléments annexes, mais avec toujours le même objectif, qui est l'objectif de la guerre, c'est soumettre l'adversaire pour lui imposer sa volonté. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on soumet l'adversaire, on lui impose sa volonté ? C'est pas seulement par la force armée, c'est par exemple en contrôlant de manière directe ou indirecte son économie, donc ça peut être en contrôlant la production, on l'a vu par exemple avec les problèmes d'approvisionnement quand il y a eu la crise du Covid, ça peut être par la dette, donc les marchés financiers, qui contrôlent les marchés financiers, les taux d'intérêt, ça peut être par l'éducation, comment on formate des générations, ça peut être par les médias, et ça peut être aussi à un niveau encore plus, je dirais, métapolitique, par l'idéologie que l'on va diffuser, et comment on va, et c'est ce principe qui est clé, par exemple, chez les penseurs chinois, c'est le summum de l'art de la guerre, c'est de gagner sans livrer bataille, c'est de soumettre l'ennemi sans verser le sang, et même sans qu'on se rende compte qu'on lui livre bataille. Alors pour arriver à mener à bien cette guerre invisible, les mondialistes ont, dites-vous, une stratégie, celle des petits pas. C'est aussi une stratégie qu'avait utilisée Jean Monnet, il l'expliquait lui-même, ça consiste en quoi ? Alors c'est avancer, procéder à des changements de paradigme radicaux, mais de manière progressive, sans possibilité de retourner en arrière.
Et je voudrais juste rajouter sur ce point qu'en Occident, on a cette stratégie, le jeu stratégique par excellence, c'est les échecs. Mais il ne faut pas oublier qu'en Asie, ce jeu de stratégie par excellence, c'est le Go. Et en fait, en Go, qu'est-ce qu'on fait? Le but, c'est d'encercler l'adversaire, d'encercler ses pièces et de les priver, et c'est le terme technique du jeu, les priver de leur liberté. Donc on réduit la marge de manœuvre petit à petit en privant les pièces du jeu de liberté. C'est exactement ce à quoi on est en train d'assister. Et alors ce qui révèle la perversité totale de ce but, de cette guerre invisible, c'est ôter le désir même de se défendre. Oui, absolument. Alors ça, c'est fait par... C'est vraiment un long processus qui touche à beaucoup de choses, qui est fait par les médias, qui est fait par l'école, qui est fait par cette ambiance, ce climat général. Et l'idée, c'est qu'il faut dégoûter les Occidentaux d'eux-mêmes. Donc par exemple, avec ce focus qui est mis en permanence sur les crimes de la colonisation. Alors maintenant, on appelle ça le privilège blanc. Il y a tout un ensemble de termes qui sont utilisés pour finalement dire que ça serait mieux que les Occidentaux disparaissent. Le monde serait mieux sans eux. Et donc, en se comportant, en mettant en avant ces éléments-là, en fait, on renonce à combattre et on se dégoûte de soi-même. On va même jusqu'à penser qu'on n'a finalement plus de raison d'exister, puisqu'on est si horrible, si diabolique presque. Alors, vous allez également sur le terrain des élites. Vous expliquez qu'autrefois, elles étaient ce qu'un pays avait de meilleur. Aujourd'hui, les Français découvrent un peu l'envers de leur décor avec les affaires Duhamel ou encore Epstein. Vous n'hésitez pas à parler du démon de l'hubris, de la ruse du diable. Oui, alors ça, c'est ce célèbre proverbe qui dit que la plus grande ruse du diable, c'est de nous convaincre qu'il n'existe pas. Et alors quand on parle de diable, les gens imaginent l'iconographie, les flammes de l'enfer, un démon fourchu, mais le diable, en fait, il est beaucoup plus terrible. Le diable, vous le voyez tous les jours à la télévision. Le diable, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est la facilité. C'est cette petite voix qui vous dit c'est mieux de trahir son pays, de vendre son pays pour un plat de lentilles plutôt que de se battre pour lui. C'est de choisir la facilité plutôt que de choisir ce qui est difficile mais ce qui est juste. C'est ça aujourd'hui l'esprit du diable. On nous dit Satan est le prince de ce monde. Mais c'est ça aujourd'hui, même ce matérialisme, cet individualisme qui détruit tout. C'est ça la ruse du diable. Et vous dites aussi encore à propos de ces élites qu'elles pensent désormais qu'elles peuvent se passer de la classe moyenne, c'est-à-dire... Ah oui, elles ont décidé justement qu'elles pouvaient s'affranchir et que la classe moyenne alors, a été devenue un boulet. Et comme on a détruit tout ce qui faisait le liant d'une société, c'est-à-dire on a détruit le christianisme, donc il n'y a plus de frères et de sœurs dans le Christ, on a détruit la nation, donc il n'y a plus de citoyens. Donc finalement, qu'est-ce qui relie les classes supérieures aux classes inférieures, les classes dirigeantes à ceux qui sont dirigés? Il ne reste plus rien, il ne reste plus que la lutte du tous contre tous. Et donc, compte tenu des avantages dont elles disposent, les classes dominantes sont en train d'écraser et de détruire les classes moyennes. Alors, je vous cite encore Stanislas Berton, votre ouvrage passionnant, j'ai pas peur de le dire. Vous décrivez le fossé entre le peuple et les classes supérieures qui empêche la contestation du projet mondialiste d'accéder à une forme de légitimité sociale et culturelle. Comment ce décalage a pu naître ? Il y a une formule qui dit qu'il ne faut pas demander à quelqu'un de comprendre un problème quand il est payé pour ne pas le comprendre. Et le problème, c'est que beaucoup de gens des classes supérieures dépendent du système mondialiste. Ils travaillent dans les grandes villes, ils travaillent peut-être pour des entreprises multinationales, ils arrivent quand même à préserver un certain confort, un certain niveau de vie, mais le peuple qui, lui, est du mauvais côté du bâton, et qui est relégué en France périphérique, qui est dans des jobs précaires, qui voit les charges s'accumuler, la pression s'accumuler sur lui, est confronté, je dirais, dans sa chair, à la réalité de ce projet destructeur. Donc forcément, la prise de conscience est plus aiguë, et je précise dans le livre qu'il y a aussi, je dirais, le rôle de l'éducation, notamment de l'éducation supérieure, qui s'est fait le vecteur de ces idées, alors en gros guillemets, de progrès, l'idée d'une élite éclérée, qui serait chargée de guider ce peuple de Gaulois réfractaires. Et donc, on a aussi encouragé à empêcher ce lien entre le peuple et les élites. Vous dites que ces élites traitent souvent le peuple souffrant de fascistes et que ces élites aussi ont tendance à élargir le champ des idées considérées comme d'extrême droite. C'est la réductio ad Hitlerum. Oui, mais c'est surtout la bonne vieille méthode de Staline qui disait de toute façon, traitez votre adversaire de fasciste, le temps qu'il se défende, il n'a pas le temps de développer ses arguments. Donc c'est vraiment des tactiques de base politique
Mais les gens, malheureusement, tombent dans le piège, et notamment les responsables politiques, et ne se rendent pas compte qu'à chaque fois, en cédant un pouce de terrain, en fait, finalement, tout ce qui est à droite de l'extrême gauche est d'extrême droite, en fait. On termine comme ça, en réalité. On voit que le champ des libertés se restreint, on l'a vu toute l'année 2020 avec cette crise covidienne. Comment vous expliquez l'absence de réaction, l'absence de mobilisation des Français ? Alors, je pense qu'il y a le caractère justement redoutable de cette guerre d'encerclement que j'ai évoqué, puisque comment, à qui faire confiance quand vous avez un discours dissonant au niveau des médias, quand vous avez les dirigeants politiques qui suivent le mouvement, qui ne contestent pas, même par exemple les forces de sécurité, renseignement, etc., qui sont chargées de protéger la nation en dernier recours, ne s'expriment pas non plus. Donc les Français sont livrés à eux-mêmes. Il y a aussi une forme de conformisme, parce qu'on a bien compris, et ça on l'a vu même par exemple dans le cas du président Trump, quand on ose contester, quand on ose mettre le doigt sur la plaie, tout de suite la sanction tombe, on est privé, coupé des réseaux, on est condamné à la mort sociale, donc il y a aussi une peur d'être le paria, celui qui va se faire rejeter hors du groupe. Et vous évoquez aussi le statut particulier de la France. Vous dites les élites mondialisées y sont les mieux implantées. Pourquoi ? Ah oui, parce qu'il y a cette... la France, c'est je le dis dans le livre, c'est le fond culturel, social, anthropologique qui est le plus opposé au projet mondialiste. On est un vieux pays chrétien, catholique, voilà. Exactement, on a un peuple qui est un peuple qui était jusqu'à très longtemps enraciné, un peuple rustique, qui n'adhère pas du tout à ce projet, même au niveau de la mondialisation, qui a rejeté par exemple le traité de constitution européenne. Donc on a ce peuple qui est un peuple de résistants, qui comprend qu'on essaye de force de le porter vers un projet auquel il n'adhère pas du tout. Et il y a la France et cette femme magnifique qui subit les pires outrages par des barbares venus de partout qui essayent de la dépecer. Ce projet mondialiste, il est celui du monde anglo-saxon. En quoi la France est-elle différente, est-elle à l'opposé de ce monde anglo-saxon ? Là, sur tous les plans, le monde anglo-saxon, qu'est-ce que c'est ? C'est le monde, alors par exemple, de la logique du contrat. Là où en France on avait la logique de l'honneur, c'est le règne du marché, alors qu'en France on a eu, alors parfois avec certains excès, mais quand même toujours ce rôle de l'État, cet État qui de Colbert à De Gaulle a construit, a modernisé, a fait avancer, a industrialisé. Il y a aussi le fait que la tradition anglo-saxonne, c'est depuis la Grande Charte, la Magna Carta, le pouvoir plus important des parlements et de la noblesse, alors que nous on était le pays de l'autorité centralisée, du roi, de la monarchie absolue de droit divin. Donc on a énormément de facteurs très profonds. Et puis bien sûr, le monde anglo-saxon, c'est aussi le monde protestant contre le monde français catholique. Il y a aussi cette dimension-là qui joue. Donc il y a beaucoup de paramètres qui concourent à cette opposition, mais aujourd'hui, il faut reconnaître en lucidité qu'on est complètement submergé par la conception anglo-saxonne politique, sociale, économique, même philosophique. Alors vous évoquez aussi à partir des années 2000 les liens qu'ont tissés les mondialistes avec la Chine. Comment se sont noués ces liens ? Oui, alors là aussi c'est un pacte faustien, si je puis dire, puisque la Chine a montré aux mondialistes qu'ils pouvaient gagner des profits colossaux en délocalisant en Chine. Ce qui allait permettre, à la Chine d'opérer son rattrapage économique, mais aussi, et ça c'est toujours la grande finesse stratégique chinoise, de devenir de plus en plus indispensable. Et là on l'a vu avec la crise du Covid, et c'est cette phrase que je cite dans le livre, qui est une phrase de Lénine, attribuée à Lénine, qui disait « Les capitalistes vont nous vendre la corde avec laquelle nous allons les pendre ». Et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que les mondialistes ont dégagé certes à court terme des profits grâce aux usines chinoises et grâce à la main-d'œuvre à bas coût. En intégrant la Chine à l'OMC. Voilà, exactement. Et la Chine, en fait, il a utilisé ça comme marchepied pour devenir une grande puissance, placer les pays occidentaux en position de dépendance. Et aujourd'hui, elle est bien déterminée à jouer un rôle de premier plan et pas se contenter d'être l'atelier du monde. Est-ce que vous pensez que la Chine, dans les mois, dans les années à venir, aura des prétentions militaires impérialistes ? Non, pas dans ce sens-là, parce que la Chine n'est pas un pays impérialiste dans le sens où elle cherche à imposer sa culture. Mais par contre, il y a un projet... Le soft power. Voilà, la Chine cherche à contrôler pour défendre les intérêts chinois, ce qui est
tout à fait logique. Mais la Chine met en place, il faut bien en avoir conscience avec par exemple le système des routes de la nouvelle route de la soie, un système de prendre les ressources dans le reste du monde et de les transférer vers le cœur qui est la Chine. Donc elle est dans cette stratégie de défendre la prospérité chinoise avant tout dans un monde qui est de plus en plus incertain et de plus en plus en contraction. Vous estimez, Stanislas Berthon, qu'une élite patriote doit chasser ces mondialistes de la place qu'ils occupent, la place du pouvoir. Pourquoi pensez-vous que le combat n'est pas perdu d'avance ? Je pense que déjà, il ne faut jamais abandonner. Il y a l'espérance. Napoléon dit un chef doit être un marchand d'espérance. Donc à partir du moment où on se résigne, à partir du moment où on abandonne la lutte, on est perdu. Donc il faut continuer à lutter. Il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire, même dans l'histoire de notre pays, de sursauts. Je pense qu'on peut chasser les mondialistes. Leur position est précaire, beaucoup plus précaire sans doute qu'ils ne l'imaginent. Mais pour ça, il faut comprendre la réalité de la guerre qui nous mène. Il faut nommer l'ennemi. Et surtout, les faibles forces patriotes, enfin faibles en nombre, doivent se concentrer et porter tous leurs efforts, je dirais, sur des points critiques, pas disperser leurs énergies, mais au contraire les concentrer. Mais comment peut-elle concrètement rallier le peuple ? On entend souvent les patriotes se faire traiter de complotistes ou de conspirationnistes. Comment vous échapperiez, vous, à cette insulte ? Alors, je pense qu'il faut pas avoir peur de ça. Ça, c'est ce que dit Jean-Yves Le Gallou dans son manuel de dédiabolisation. Il faut arrêter de chercher à gagner l'approbation du système. Il faut déjà que les Français et les patriotes comprennent qu'il y a une seule faction qui défend leurs intérêts, c'est la faction des patriotes. Parce qu'aujourd'hui, la France est dépecée par beaucoup aussi bien des puissances étrangères que des forces de l'intérieur qui n'ont pas à cœur les intérêts du peuple français. Et il y a une faction qui a à cœur de défendre le peuple français historique, c'est cette faction patriotique. Et vous dites à cet égard, Stanislas Berthon, qu'on ne redressera jamais la France si elle ne retrouve pas son identité chrétienne. Qu'est-ce que vous répondez à ceux que le retour de cette identité chrétienne inquiète ? Je leur dirais déjà de réfléchir au véritable tir de barrage qu'il y a déjà depuis 2 siècles contre la religion chrétienne et contre le fait religieux. Je leur demanderais aussi de réfléchir au fait qu'on n'a pas détruit la religion, contrairement à ce qu'on dit avec les Lumières en France. On a juste substitué une religion historique, le catholicisme, par une autre religion, qui est cette religion républicaine du progrès, des droits de l'homme, de l'égalité. Et donc, il faut comprendre que ça aussi, ça participe d'un projet. Détruire la France chrétienne, en réalité, c'est détruire la France. Et donc je dirais, de manière plus concrète, que ceux qui s'inquiètent doivent comprendre que déjà la laïcité est contenue dans le christianisme. La séparation de l'Église et de l'État, c'est rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Quand la France était dirigée par des rois catholiques, il y avait des conflits permanents entre le pouvoir temporel, qui était le pouvoir royal, et le pouvoir spirituel, qui était le pape ou l'Église. Donc il n'y a pas déjà d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Mais surtout, je leur dirais qu'on sait aujourd'hui, avec le recul historique qui est le nôtre, avec la diffusion de l'athéisme, etc., on sait que l'être humain a besoin de religiosité. Et que la nature a horreur du vide, et c'est ce que je dis dans ce livre, c'est que si vous n'avez pas la France chrétienne, vous aurez la République islamique. Et tôt ou tard, il y aura une religion qui viendra remplacer, donc autant que cette religion soit la religion historique qui correspond au fond anthropologique du peuple français. Pour chasser ces mondialistes, vous visez une victoire totale. Est-ce que la violence est un moyen d'y parvenir ? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle la violence. C'est ce qu'on disait au début, c'est que la guerre a changé de nature. Donc, est-ce que c'est, comme l'ont fait par exemple les Gilets jaunes en descendant dans la rue, en prenant d'assaut les institutions ? Je ne suis pas convaincu, en tout cas pas de manière globale. Il faut saper ce système de l'intérieur. Là encore, la stratégie, Sun Tzu nous dit qu'il faut combattre d'abord l'ennemi dans ses plans avant d'attaquer ses troupes et ses villes. Donc il faut combattre l'ennemi dans ses plans. Il faut s'attaquer au substrat philosophique, la philosophie politique, avant de penser, ça c'est vraiment la violence, elle doit être ponctuelle, elle doit être éventuellement la pichenette qui fait basculer, mais je suis vraiment pas convaincu du tout que c'est un affrontement ouvert, militaire ou même citoyen avec des milices, etc., qui permettra de résoudre ce problème. Alors s'attaquer au substrat de leur idéologie, c'est quoi ? C'est faire quoi ? Alors comme je l'ai fait dans ce livre et dans le livre précédent, c'est remettre en cause par exemple les grands dogmes, on parlait de religion à l'instant, les dogmes de notre société, c'est le vivre ensemble, l'égalité, la croissance infinie, l'idée même que les gens qui nous dirigent
en fait, sont légitimes et ne sont pas en fait une nouvelle forme de mafia, de criminalité qui a pris le contrôle du politique, qui a détruit l'État de l'intérieur, il faut avoir, comme disait Julien Freud, il faut désigner l'ennemi. Qui sont nos ennemis? Et ça, c'est la première étape. Et en cas de retour des patriotes aux manettes, quelle serait, selon vous, la priorité des priorités politiques ? Je pense que la priorité, c'est d'identifier tous ceux qui, dans tous les cercles de décision, sont les ennemis de la France et sont à la solde, soit de puissances étrangères, soit de cette clique de mondialistes. Parce que tant que ces gens-là contrôleront les leviers du pouvoir, de manière directe ou indirecte, jamais nous pourrons retrouver notre prospérité, notre sécurité, même tout simplement notre identité. Est-ce que vous pouvez parler d'épuration ? Alors, épuration, le terme est violent. Est connoté historiquement, mais je pense qu'il faut en tout cas une forme de purge, y compris par exemple on a parlé des juges, de la magistrature. Quand on voit par exemple les jugements qui sont rendus, le laxisme judiciaire, à un moment il faut se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas, comme ça a été fait à la Libération, purger certains corps des collaborateurs ? Alors la dernière partie de votre ouvrage, Stanislas Berthon, ça s'intitule « En actes » qui suit la première partie « En pensée ». C'est tout un tas de propositions politiques, voilà, institutions, immigration et population contre l'islamisation, défense de la culture et de l'identité française. Est-ce que vous comptez monter un parti politique, Stanislas Berthon? Est-ce qu'on peut imaginer une présence de Stanislas Berthon à la prochaine présidentielle 2022? Alors ça, je sais que c'est la question qui tous les 5 ans revient, ou tous les 4 ans, parce que la France a on a tué notre roi, mais tous les 5 ans, on va l'élire. Donc la question, c'est qui va être le nouveau roi? Alors je voudrais dire que la priorité, il faut toujours se fixer des objectifs. La question, c'est de sauver la France. Comment on va sauver la France? Alors est-ce que ça c'est l'objectif, c'est la stratégie. La tactique, c'est comment on y arrive. Donc est-ce que pour sauver la France, il faut devenir président de la République? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que, on l'a vu par exemple aux États-Unis avec Trump, que se passe-t-il quand un patriote prend le pouvoir, prend la fonction suprême, mais que tout l'appareil d'État, tous les médias, en fait, passe toutes les années de son mandat à essayer de le saper, de le détruire, de l'empêcher de gouverner? Donc ça, c'est aussi un autre problème. Et plus généralement, est-ce que je vais créer un parti politique? Non, parce que je pense que d'une part, les partis en France font plus partie du problème que de la solution. Et je pense que faire de la politique, la politique a changé de nature, comme la guerre, et qu'il faut inventer des nouvelles formes, des nouvelles façons de faire de la politique. Stanislas Berthon, La France retrouvée. Vous pourrez d'ailleurs le retrouver, cet ouvrage, sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci beaucoup Stanislas Berthon, ancien chef d'entreprise, et vous vous consacrez aujourd'hui à l'analyse économique et à la gestion des risques. La France retrouvée. Merci Stanislas Berthon. Merci beaucoup.